Commencer. Bonjour, je m'appelle Julien Bérard-Chagnon, je suis démographe à Statistique Canada. Bienvenue à cette séance intitulée COVID-19, les défis méthodologiques et ses effets sur la croissance démographique. StatCan publie des estimations de la population et des composantes de l'accroissement démographique, comme les naissances, décès et immigration. Ces données sont utilisées dans l'application de différentes lois et pour le calcul de plusieurs indicateurs démographiques et socio-économiques. La pandémie a profondément affecté la conjoncture démographique du Canada, ce qui a fait que certaines hypothèses sur lesquelles s'appuient nos modèles démographiques sont moins appropriées. Donc, le but de la séance d'aujourd'hui qu'on vous propose est de montrer comment Statistique Canada a réagi rapidement afin de continuer de calculer des estimations démographiques très actuelles et de grande qualité dans le contexte de la pandémie. La séance aura 4 présentations. Tout d'abord, Patrick Charbonneau va résumer les décisions qui ont été prises pour ajuster ou ne pas ajuster les méthodes d'estimation. Ensuite, les 2 présentations qui suivent vont porter sur les composantes de l'accroissement démographique pour lesquelles des ajustements ont dû être développés. Je vais présenter le travail qui a été fait pour ajuster les méthodes d'estimation de l'émigration. Et Gauthier Gisler va présenter les travaux réalisés pour ajuster les comptes provisoires de décès et estimer la surmortalité due à la pandémie. Finalement, Sébastien Lavoie va décrire l'effet de la pandémie sur la conjoncture démographique. Avant de commencer, je rappelle que chaque présentation durera un maximum de 15 minutes. On va prendre les questions à la fin de la séance. Puis, la séance est enregistrée, donc si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, je vous demande d'éteindre votre caméra. Donc, je cède la parole à mon collègue Patrick Charbonneau. Oui, bonjour. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. J'ai eu un petit peu de problème tantôt. Ça fonctionne? Julien, tu peux me dire si tu vois mon écran? Oui. OK. Désolé, ma page frontispice, ma page titre n'a pas suivi. J'ai dû transférer mon PowerPoint en PDF. Donc, ça commence comme ça. Mais je vais débuter cette séance en vous présentant les travaux qui ont été menés au cours de la dernière année dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par l'équipe des estimations démographiques du Centre de démographie à Statistique Canada. Donc, avant de commencer, j'aimerais souligner la contribution de mes collègues Hélène Landry, Claudine Provencher, Mélanie Meunier, Stacy Allman, Julien Bérard-Chagnon et François Sergerie. C'est avec chacune de ces personnes que les décisions de faire des ajustements ou non à nos estimations ont été prises. Donc, dans le tableau ci-contre, vous voyez déjà quelles composantes ont fait l'objet d'un ajustement jusqu'à présent. Comme le travail effectué au niveau des composantes de l'émigration est un peu plus compliqué, on lui a dédié une présentation séparée qui sera assurée par mon collègue Julien. Je tiens par contre à préciser que pas d'ajustement n'égale pas de travail, bien au contraire. Donc, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec nos produits, rappelons que les estimations démographiques sont essentielles pour le calcul de nombreux programmes fiscaux comme la péréquation et servent à fournir les poids de sondage de nombreuses enquêtes de Statistique Canada. Elles sont également essentielles pour mieux comprendre les tendances démographiques au pays au cours des périodes intercensitaires et sont utilisées comme point de départ aux projections démographiques. Je ne serais donc pas surpris que vous ayez tous et toutes déjà utilisé les estimations démographiques de Statistique Canada dans vos travaux, directement ou indirectement. Nos estimations sont produites à l'aide de la méthode des composantes et pour le calcul de chacune d'entre elles, on utilise plusieurs sources de données administratives dont le niveau d'actualité, le degré de complétude et de couverture ne sont pas nécessairement optimaux. C'est pour cette raison qu'on utilise des modèles dans les processus de production. Ces modèles nous permettent donc de produire des estimations démographiques fiables et précises, malgré ces contraintes. Donc, même si les données provisoires, les plus récentes, sont celles avec le plus grand degré d'incertitude, ce sont souvent celles qui sont les plus consultées. Or, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, on a rapidement réalisé que certaines des hypothèses de ces modèles pouvaient être devenues caduques. Donc, on a donc réévalué les méthodes d'estimation de chacune des composantes et, lorsque nécessaire, des ajustements ont été apportés aux méthodes habituelles.
Avant de poursuivre, je trouve important de mentionner à quel point ces ajustements ont dû être faits dans l'urgence, dans le contexte que vous connaissez, c'est-à-dire avec des contraintes de temps, des défis techniques et une conciliation travail, famille, vie personnelle particulièrement difficile. Il nous a donc fallu trouver des solutions rapidement et jongler afin de déterminer le bon équilibre entre robustesse, simplicité et intelligibilité des approches sélectionnées. Donc, on va débuter avec la composante des naissances. Donc, au tout début de la pandémie, il y a deux écoles de pensée qui se sont opposées quant à l'impact potentiel de la pandémie sur les comportements de fécondité. Certains affirmaient qu'on pourrait assister à une hausse de la fécondité due à une augmentation des rapprochements intimes chez les couples à la suite des mesures de confinement. Par contre, la majorité des spécialistes entrevoyaient plutôt une baisse de la fécondité, laquelle serait attribuable au climat d'incertitude et d'inquiétude plus grand, tant sur le plan économique que social. Pour le programme des estimations démographiques, les impacts de la pandémie sur la natalité sont demeurés négligeables pendant les 40 semaines suivant son arrivée au Canada, 40 semaines étant la durée moyenne de la grossesse. Pour cette raison, aucun ajustement n'a été effectué aux données de naissance présentement diffusées qui couvrent la période s'échelonnant jusqu'au 1er janvier 2021. Les données qui couvrent la période du 1er janvier au 1er avril 2021 seront diffusées le mois prochain et des travaux très approfondis ont été menés par notre équipe afin de déterminer si un ajustement devait être introduit. Ailleurs dans le monde, une baisse des naissances a déjà été constatée, en France et aux États-Unis par exemple. La méthode actuelle d'estimation des naissances de Statistique Canada fait l'hypothèse que les taux de fécondité de la période la plus récente demeurent les mêmes que ceux des dernières données définitives, lesquelles remontent généralement à 1 an ou 2. Nous avons analysé plusieurs sources de données alternatives afin de déterminer si le nombre de naissances a diminué en raison de la pandémie. Bien qu'une tendance à la baisse des naissances semble se dessiner depuis les mois d'automne 2020 dans plusieurs provinces, il nous apparaît encore trop tôt pour déclarer que cette tendance soit majoritairement attribuable à la pandémie. D'autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte, par exemple, la poursuite du report du calendrier de fécondité, déjà bien entamé avant la pandémie, ou bien la pression exercée par la surchauffe de certains marchés immobiliers au Canada. Aucun ajustement n'a donc été prévu aux naissances pour l'instant, mais ceci pourrait changer au fur et à mesure que la situation continue d'évoluer. On va maintenant passer à la composante des décès. Donc, la principale composante à laquelle on pense lorsqu'il est question de la COVID-19 est évidemment et malheureusement celle des décès. Il y en a eu plus de 24 800 à l'échelle du Canada en date d'hier. Pour la production des estimations de décès de la période la plus récente, selon notre méthode habituelle, le processus est similaire à celui pour la production des naissances. On utilise donc les taux de mortalité basés sur les dernières données définitives, mais comme cette méthode ne permet pas de tenir compte de la mortalité excédentaire due à la COVID, des ajustements aux estimations de décès ont été nécessaires dès mars 2020. Deux sources de données ont été déterminantes pour opérationnaliser ces ajustements. D'abord, en raison de la pandémie de la COVID-19, Statistique Canada s'est engagé à diffuser des données très actuelles sur le nombre de décès et a par conséquent mis au point une méthode pour produire des comptes provisoires de décès. Le but premier par cette initiative était de combler une lacune de données en ce qui concerne la mesure de la surmortalité au Canada. Ces nouvelles informations ont été diffusées par le Centre de données sur la santé de la population, mais il convient de noter l'apport indispensable par la section des projections démographiques dans ce projet. Mes collègues Patrice Dion et Elam Sirag ont œuvré sur ce dossier en collaboration avec le méthodologiste Gauthier Gisler, qui va d'ailleurs vous en dire davantage à ce sujet dans sa présentation. En ce qui concerne le programme des estimations démographiques, on a pu tirer profit de cette initiative en intégrant dans notre processus de production les comptes de décès provisoires qui sont maintenant diffusés sur une base mensuelle. Puisque le PED doit produire des estimations, le PED, excusez mon jargon, le PED, c'est le programme des estimations démographiques. Donc, puisqu'on doit produire des estimations très rapidement après la date de référence et parce que les modèles ne permettent parfois pas de produire des comptes de décès provisoires
pour l'ensemble de la période et pour certaines provinces et certains territoires, on a aussi considéré une autre source de données déterminante, c'est-à-dire le fichier de données qui est mis à jour quotidiennement par l'Agence de la santé publique du Canada avec les décès qui étaient dus à la COVID-19 par province et par territoire. Donc maintenant, pour ce qui est vraiment de l'ajustement en soi, on a privilégié une approche hybride. Donc, lorsque c'était possible, on a utilisé le nombre provisoire de décès qui était diffusé par le Centre de données sur la santé de la population. Et si les comptes provisoires de décès n'étaient pas ou partiellement disponibles seulement, on a complété avec l'information de l'Agence de la santé publique du Canada. C'est-à-dire qu'on a utilisé les estimations issues de notre méthode habituelle en ajoutant les décès liés à la COVID-19 selon l'information de l'Agence de la santé publique du Canada. Les données du Québec et de la Colombie-Britannique n'ont pas eu à être ajustées, car dans ces deux cas, celles-ci sont fournies par les agences statistiques provinciales et on a reçu la confirmation que la mortalité due à la COVID-19 était prise en compte. Donc, maintenant, rapidement, au niveau de la migration internationale, pour ce qui est des ajustements, ça va être rapide, il n'y en a pas eu. Donc, ce qu'on sait au niveau de la migration internationale, les restrictions aux frontières ont occasionné une diminution abrupte des admissions d'immigrants et de résidents non permanents. On le verra dans la présentation de Sébastien plus tard. Mais donc, malgré les défis opérationnels auxquels ils ont dû faire face, nos fournisseurs de données à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sont parvenus à continuer de nous transmettre des statistiques qui reflétaient la réalité sur le terrain. Donc, pour cette raison, aucun ajustement n'a été nécessaire pour ces composantes de la croissance démographique qui ont continué à être mesurées de façon très actuelle. Je vais maintenant discuter de la migration interprovinciale. Donc, tout au long de la pandémie, plusieurs recommandations et restrictions ont été mises en place par les gouvernements pour réduire au minimum la mobilité interne de la population. Bien que cela visait surtout à réduire le navettage et la mobilité temporaire, il nous a fallu vérifier s'il y avait aussi des impacts sur la migration interne permanente. Bref, est-ce qu'on observait aussi une diminution du nombre de changements de lieu de résidence habituels, moins de déménagements? Donc, excuse-moi, Patrick, il te reste 5 minutes. D'accord, merci. Donc, pour ce qui est de la méthode habituelle du nombre de migrants interprovinciaux provisoires, on l'a résumé ici. Donc, on utilise les données de l'Allocation canadienne pour enfants, l'ACE, qui nous sont fournies par l'Agence du revenu du Canada. À l'aide de coefficients de correction, on calcule ensuite la migration des adultes. Cette façon de procéder a certaines limites et nous avons donc été proactifs afin d'investiguer des sources de données alternatives. D'une part, on a acquis une nouvelle source de données, soit celle de Poste Canada. Et d'autre part, on s'est efforcé de mieux comprendre une source déjà disponible depuis peu de temps, mais qui était sous-exploitée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les microdonnées des permis de conduire des provinces et territoires. Le but de ceci était d'effectuer diverses analyses comparatives pour confirmer ou infirmer les tendances mesurées à l'aide de notre source de données habituelle, celle de l'ACE. Ensuite, excusez-moi, un petit instant. Donc, en ce qui concerne les données de Poste Canada, on parle ici du programme de réacheminement du courrier. C'est un service payant qui est offert par Poste Canada et nous avons obtenu des comptes mensuels de ménages privés qui se sont inscrits à ce service selon la province ou le territoire d'origine et de destination. Et pour ce qui est des fichiers de permis de conduire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé la migration intraprovinciale sur une base mensuelle, donc à l'intérieur d'une province. Calculer la migration interprovinciale, ça nous aurait demandé de faire des appariements de données parfois complexes. Donc, ici, on s'est servi des tendances de migration intraprovinciale comme proxy à la migration interprovinciale. Et suite à l'analyse comparative entre les trois sources de données, on a été rassuré de constater que les tendances étaient semblables entre chacune d'entre elles. Malgré certaines nuances, les trois sources montraient une baisse de la mobilité au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre de 2019.
Des similitudes entre les sources de données ont continué à être observées au cours des trimestres suivants et on continue de monitorer la situation. On a donc jugé que les données habituelles étaient adéquates et ne nécessitaient pas d'ajustement. Pour la suite, le programme des estimations démographiques continue de surveiller étroitement la situation par le biais d'une veille scientifique et d'une revue de presse hebdomadaire. On continue également l'analyse comparative sur la mobilité sur une base mensuelle et en particulier, en ce moment, on suit très près les tendances de migration intraprovinciale. On s'en était peut-être un petit peu moins intéressé au début, mais maintenant, on souhaite voir surtout ce qui se passe dans les grandes régions métropolitaines du pays. Parce que contrairement aux données fiscales, les données des permis de conduire nous permettent d'avoir un portrait beaucoup plus actuel de la situation, notamment pour vérifier si les tendances d'étalement urbain se sont accélérées et si l'attrait vers la campagne, par exemple, s'est intensifié. On entend plusieurs... Excuse-moi, il te reste un peu moins de 2 minutes. Parfait. Oui. Donc, ces données sont pour l'instant utilisées comme point de comparaison et non dans l'objectif d'en faire un ajustement, car l'univers de ces données ne couvre pas 100% de la population et car Statistique Canada ne dispose pas de ces données pour toutes les provinces et territoires. On a quand même déjà noté certains résultats intéressants au niveau des grandes régions métropolitaines de recensement pour la période la plus récente. Donc, en conclusion, je souhaite réitérer que le programme des estimations démographiques est déterminé à demeurer réceptif aux changements rapides causés par la COVID-19. On continue de suivre de près la situation et d'explorer les sources de données alternatives qui sont disponibles. Il est possible que d'autres ajustements continuent à être nécessaires dans les trimestres à venir, même avec le retour à la normale. Donc, ceci conclut ma présentation. Mais en terminant, j'invite les personnes intéressées à consulter les rapports qu'on a faits, donc 2 suppléments techniques qu'on a produits et qui décrivent en détail notre approche pour chacune des composantes démographiques. Donc, je vous remercie. Et en fait, là, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Julien Bérard-Chagnon. Donc, Julien va nous parler des ajustements qui ont touché plus précisément à la composante de l'immigration. Donc, Julien, c'est ton tour. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Donc, bonjour, rebonjour tout le monde. Comme Patrick l'a mentionné, je vais présenter la façon dont on a ajusté les méthodes d'estimation de l'immigration dans le contexte de la pandémie en utilisant des données américaines. Donc, l'immigration canadienne se décline en trois phénomènes. Il y a de l'immigration, donc des gens qui quittent le Canada. Il y a de l'immigration de retour, donc parmi le bassin des migrants, certains reviennent s'établir au Canada. Et il y a aussi des gens qui quittent de manière temporaire sans maintenir de lieu de résidence au Canada, qu'on estime au moyen d'un solde de l'immigration temporaire. La présentation va uniquement porter sur l'immigration, même si on a fait des ajustements aux 3 composants. Donc, de manière plus détaillée, un immigrant, on considère qu'un immigrant, c'est un citoyen canadien ou un immigrant reçu qui a quitté le Canada pour établir un lieu habituel de résidence à l'étranger. Cette définition exclut notamment les travailleurs et les étudiants étrangers. En temps normal, c'est très difficile à bien mesurer, étant donné qu'il y a peu de sources de grande qualité pour prendre la mesure de l'immigration. Donc, comme vous le savez, l'an dernier, quelque chose est arrivé. Donc, en conséquence de la COVID, il y a eu des restrictions sévères aux frontières des pays à travers le monde. Ces restrictions ont résulté notamment en une diminution marquée du nombre de voyages internationaux. En plus de ça, il y a plusieurs gouvernements, dont le Canada, ont fait des appels à leurs ressortissants à l'étranger pour qu'ils rentrent au pays, ce qui a causé des changements abrupts dans les tendances de migration internationale. Bon, nous, StatCan, on calcule les estimations provisoires mensuelles qui sont publiées 3 mois après la fin de la période de référence. Donc, présentement, la totalité de 2020 est disponible. Pour l'immigration, on s'appuie sur des données de l'Allocation canadienne pour enfants. Ça, c'est un programme de l'Agence du revenu du Canada qui envoie de l'argent aux parents d'enfants pour les aider à subvenir aux besoins de leur famille. On utilise aussi des données annuelles du Department of Homeland Security. Ensuite, on utilise des modèles pour ajuster pour le biais, la couverture et autres lacunes des données.
La principale hypothèse de cette méthode-là est que les données, les tendances récentes se poursuivent, puisque les données d'allocation pour enfants ne sont pas suffisamment actuelles pour qu'on les utilise très rapidement. Donc, on prend les données vieilles de 2 ans avec l'hypothèse que les tendances récentes se poursuivent. Évidemment, dans le contexte d'une pandémie, cette hypothèse-là est moins réaliste. Donc, des ajustements ont été apportés à partir de mars 2020. OK. Pour déterminer l'approche pour ajuster, bien, on a fait une revue des sources actuelles et même de nouvelles sources de données. Ici, je liste les principales sources sur lesquelles on s'est penché. Entre autres, Post Canada qui a été présenté par Patrick, l'inscription des Canadiens à l'étranger, le système ROCA d'affaires mondiales. Puis bon, finalement, on a aussi des rencontres régulières avec des partenaires clés comme le US Census Bureau, différents ministères et même à l'interne de StatCan. Et finalement, après avoir testé différentes approches, on a finalement utilisé les données américaines sur les visas. Donc, qu'est-ce que ces données? Bien, tout d'abord, on s'appuie sur l'idée que la majorité des immigrants canadiens migrent vers les États-Unis. Selon l'ONU, les 2 tiers des personnes nées au Canada qui vivent à l'étranger sont aux États-Unis. Donc, c'était naturel d'utiliser des données américaines pour faire un ajustement. Les données de visa ont plusieurs avantages pour faire un ajustement. Sont très actuelles. Le délai est d'environ 1 mois avant d'avoir les données. Elles remontent jusqu'en 2017, ce qui permet de construire un modèle à partir de données du passé. Elles sont très réactives parce qu'elles montrent un changement de tendance en 2020, ce qui correspond à ce qu'on s'attend. Elles sont aussi utilisées par le US Census Bureau pour leurs propres ajustements. Puis, elles sont disponibles publiquement sur le site du Bureau of Consular Affairs du US Department of State. Évidemment, elles ont aussi certaines limites. Là. Pour le Canada, les nombres mensuels sont assez petits. Elles représentent seulement l'immigration vers les États-Unis. Elles renseignent sur le moment où le visa a été délivré et non sur le moment de la migration. Elles excluent évidemment les citoyens américains et les individus qui possèdent déjà un visa ou une carte verte. Puis, elles sont aussi sujettes à d'autres enjeux comme la fermeture des bureaux en sol canadien, les fonctionnaires qui avaient des enfants avec l'école à la maison, aussi les orientations politiques américaines à l'égard de l'immigration. Donc, on a discuté plusieurs fois avec nos collègues démographes du US Census Bureau afin de bien comprendre les forces et les limites de ces données-là. OK. Le graphique suivant va montrer les données des visas. C'est important de noter ici, j'ai oublié de le mentionner précédemment, mais on utilise les visas qui sont délivrés dans les consulats américains au Canada seulement. On considère que c'est plus approprié que les visas qui sont aussi délivrés en sol américain, parce que nous, on veut être le plus proche possible de l'événement migratoire. Donc, il y a des gens qui ont des visas délivrés aux États-Unis qui sont en sol américain depuis plusieurs années. Donc, on considère que c'est un peu moins approprié. Donc, voici les nombres de visas par mois. Donc, on voit 2017 ici, 2018, 2019. Et on voit 2020 en jaune, où à partir de mars, on voit une baisse qui devient un déclin à partir d'avril. Et d'avril à août 2020, il n'y a à peu près aucun visa américain qui a été délivré au Canada. Et on voit une certaine reprise à partir de septembre et de l'automne. Puis ici, en vert, j'ajoute 2020, où en janvier et en février, on voit que pour les visas, on s'approche beaucoup des niveaux des années antérieures. Bon, comment on a intégré les visas à notre méthode habituelle? Bien, on s'est appuyé principalement sur 2 hypothèses. Tout d'abord, on suppose que les visas réagissent raisonnablement bien à la pandémie. Et deuxièmement, on suppose que la corrélation entre la méthode habituelle des estimations, basée sur les données d'allocation pour enfants, et les visas se maintient malgré la pandémie. Donc, sachant ça, la méthode se décline en 3 principales approches. Donc, premièrement, pour chaque mois, on a fait un ratio entre les immigrants de la méthode habituelle et les visas américains. On a fait ça pour 2017 à 2019, qui est la période où on possède des données américaines. Ici, j'ai mis un exemple fictif pour illustrer un peu qu'est-ce que ça représente. Donc, si à un mois donné, on a 4000
immigrants selon Statistique Canada et que les visas nous donnent 400 visas, bien, on fait le ratio entre les deux. Par la suite, pour chaque mois, on a calculé le ratio moyen de 2017 à 2019. L'idée, c'est de stabiliser ces ratios-là, puisque pour une année, un mois donné d'une année donnée, il peut y avoir des variations qui représentent moins la réalité. Puis finalement, bien, on a appliqué les ratios mensuels aux données des visas à partir de mars 2020. On le voit dans le tableau, si le ratio moyen est de 12, puis que pour un mois donné, les visas nous donnent 50 visas qui ont été délivrés, bien, on multiplie l'un par l'autre, puis ça nous donne notre nombre estimatif des migrants ajustés. Donc, les données ajustées rendent compte d'une baisse qui est cohérente avec l'effet de la pandémie, ce qui est une baisse qui représente une baisse d'environ 60 par rapport à ce que la méthode habituelle aurait donné. Le graphique ici, la ligne bleue, représente les chiffres selon la méthode habituelle, donc les taux des données d'allocation pour enfants qui datent d'il y a 2 ans. En vert, vous voyez, bon, j'ai mis le début de la pandémie, donc les chiffres habituels. Puis si, maintenant en orange, je viens de faire apparaître les données ajustées, où on voit une baisse à partir de mars 2020, suivie par la suite pour les mois suivants, durant l'été 2020, à peu près un nombre très faible d'immigrants et une reprise graduelle à partir de l'automne, bien que les nombres d'immigrants demeurent inférieurs à ce que la méthode habituelle aurait proposé. OK. Ici, je présente les nombres annuels des migrants depuis de 2000 à 2020. Donc, en vert, je ne vois peut-être pas très bien, là. En vert, j'ai mis une fourchette qui montre un peu l'intervalle dans lequel les données se situent. On voit que d'une année à l'autre, on estime environ de 50 à 70 000 le nombre d'immigrants qui quittent le Canada. Puis on voit en 2020, mais on a une baisse et on arrive à un total d'environ 20 000, qui est le plus petit total enregistré par le programme des estimations démographiques depuis le début des années 70, soit depuis l'instauration de notre système de comptabilité démographique. OK, donc en conclusion, la pandémie a un effet très important sur les tendances de migration internationale. En conséquence, un ajustement a dû être nécessaire pour considérer l'effet de la pandémie dans nos modèles. On a utilisé des données des visas des migrants du US Bureau of Consular Affairs, donc les visas qui ont été délivrés en sol canadien. Ça a notamment favorisé la collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux pour faire une revue des sources disponibles. L'ajustement montre principalement 2 choses. Tout d'abord, un déclin de l'immigration de 60 en 2020 par rapport à ce que la méthode habituelle aurait donné. Et deuxièmement, le nombre estimatif des migrants en 2020 est le plus faible enregistré depuis le début des années 70. Le Centre de démographie continue de suivre l'effet de la pandémie sur l'immigration et aussi les 2 autres composantes de l'immigration. Puis les données définitives seront publiées en 2023, comme c'est habituellement notre processus. Donc, merci beaucoup de votre attention virtuelle et bonne journée. Merci. OK. Donc, maintenant que j'ai présenté, je vais céder la parole à mon collègue Gauthier Gisler, qui va présenter la façon dont on a traité les comptes provisoires de décès et la surmortalité. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter le travail que Statistique Canada a effectué pour ajuster les comptes provisoires de décès et puis estimer la surmortalité en réponse à la pandémie de COVID-19. Donc, moi, je ne suis pas démographe, je suis un méthodologiste. Donc, je suis aussi accompagné par Patrice Dion qui, lui, va pouvoir me soutenir pour les éventuelles questions plus orientées sur la démographie. Donc, il y a 1 an maintenant, Statistique Canada a commencé à diffuser des estimations provisoires pour la surmortalité en réponse à la pandémie. Donc, il faut savoir qu'avant, on diffusait uniquement des comptes annuels et puis on ne calculait pas la surmortalité. Et ça a 2 objectifs en fait. Le premier, c'était un objectif de transparence, notamment vis-à-vis du fait que les données étaient provisoires et partielles. Puis le deuxième objectif, c'était dans le but d'informer régulièrement le public, de faire un suivi de l'évolution de la pandémie au regard de la mortalité au Canada.
Alors, ça posait quelques problèmes parce qu'on ne pouvait pas tirer des conclusions qui étaient à la fois exactes et rapides pour la surmortalité, puisque on a deux composantes, la mortalité attendue, qui elle est une information qu'il faut déterminer, qui est incertaine, puis notre mortalité qu'on doit estimer aussi sont des données partielles et elles ne sont pas complètes quand on publie. Alors pour ça, en août 2020, le groupe de travail qui est en charge de ce sujet a utilisé deux modèles statistiques pour répondre à cette problématique. Le premier est un modèle qui va ajuster les décès provisoires pour mieux tenir compte de la réalité. Puis le deuxième modèle va déterminer la mortalité attendue. Donc à partir de cette date-là, Statistique Canada publiait de façon mensuelle ses estimations dans le quotidien. Et puis un outil interactif pour avoir les différentes données selon les catégories de population. Donc ce travail-là, c'est le fruit d'un effort collaboratif entre plusieurs divisions de Statistique Canada, le Centre de données sur la santé des populations, le Centre de démographie et la direction de méthodologie. Donc la surmortalité, comment on la définit? C'est la mortalité qui dépasse le niveau attendu qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc dans un monde sans pandémie, quelle est la mortalité qu'on aurait eue? C'est notre mortalité de référence. Et pourquoi on utilise cet indicateur-là? C'est parce qu'on estime à certains égards qu'il va être un meilleur indicateur que le nombre brut dû à la COVID-19, notamment pour établir des comparaisons, tant des comparaisons d'une année sur l'autre ou des comparaisons géographiques ou internationales. Alors pourquoi? C'est parce que la surmortalité elle va mesurer bien sûr directement tous les décès qui sont causés par la pandémie, mais il va aussi inclure toutes les conséquences indirectes de la pandémie, notamment tous les décès qui sont causés par l'engorgement des soins de santé, ou aussi elle va prendre en compte des décès qui ont pu être évités, dus notamment aux mesures de confinement qui ont été prises, qui peuvent être variées, comme la diminution de pollution ou la circulation automobile, ou on a également observé qu'il y a eu moins de morts, moins de décès dus à la grippe l'année dernière. Donc ces deux modèles-là, chacun ont leurs défis respectifs. Donc je commençais avec le modèle d'ajustement des comptes de décès. La situation est qu'au Canada, les décès sont collectés par les bureaux provinciaux et territoriaux. Et chacun a son propre processus de collecte qui a donc une vitesse de transmission variée lorsqu'ils transmettent ces données à Statistique Canada. Donc à partir de ce constat-là, on peut définir la notion de délai, ce qui va être la durée entre le moment où l'individu va décéder, la date où l'individu va décéder, puis la date où Statistique Canada va recevoir cette information-là. Et ces délais-là qu'on a dans l'ensemble des fichiers, c'est ça qui cause notre incomplétude dans la couverture des données. Et c'est ça qui nous cause le problème principal de pouvoir tirer des conclusions immédiates et exactes sur la pandémie, pour la surmortalité. Et l'autre défi qu'il y a avec ce modèle-là, c'est que la pandémie aussi a pu avoir des conséquences sur la façon dont on collecte les données. Par exemple, les systèmes de santé, comme ils sont surchargés, ont peut-être ça a peut-être eu une conséquence négative sur la transmission des données. Puis, au contraire aussi, les gouvernements, comme ils ont besoin d'informations plus rapidement, ont peut-être mis plus de fonds ou mis plus de pression pour pouvoir accélérer la collecte. Pour l'estimation du nombre de décès attendus, donc le but ici, c'est de déterminer les décès qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu de pandémie, afin d'avoir une ligne de référence de mortalité à laquelle on peut se comparer. Cependant, les deux problèmes qu'on a ici, c'est que comme le décès sont des événements qui sont statistiquement rares, pour des catégories de population qui sont notamment plus petites, comme les provinces moins peuplées ou les territoires, on observe d'année en année des variations qui peuvent être importantes dans les comptes de décès. Donc ça rend la tâche plus compliquée de déterminer une mortalité attendue. Et l'autre problème aussi, c'est que la population évolue d'année en année et il y a les facteurs de mortalité changent. Donc l'âge, on décède de plus en plus vieux, puis avec l'amélioration par exemple des soins, les taux de mortalité s'améliorent. Donc je vais vous présenter un aperçu des deux méthodes qu'on a utilisées pour
calculer la surmortalité. Pour ajuster les comptes de décès, c'est ce qu'on appelle une méthode de prévision immédiate, qui va être basée uniquement sur les données de 2020, du coup, pour la pandémie. Puis je vais vous montrer grosso modo comment ça marche avec un exemple fictif. Donc ici, on a un tableau où on va observer sur 10 semaines la transmission des décès. Et puis, à chaque fois, on va regarder combien de semaines de délai on a dans la réception des données. Donc, à la première semaine, on a donc juste un chiffre. La deuxième semaine, on va avoir donc deux semaines de couverture pour la première semaine, mais une semaine de couverture seulement pour la deuxième semaine de décès, etc. Donc ça, jusqu'à la 10e semaine. Ce qui se passe donc, c'est que quand on va arrêter notre processus et qu'on va faire l'extraction de données, on va avoir la moitié inférieure du tableau qui est manquante et qu'on va devoir estimer pour ajuster nos comptes. Donc cette méthode-là a été utilisée au Royaume-Uni par l'Université de Cambridge qui l'a appliquée pour ajuster des décès quotidiens de COVID-19. Et nous, ils nous ont fourni leur code et on l'a adapté à nos besoins, notamment transformé en une échelle hebdomadaire. On va donc estimer chaque cellule du tableau précédent, donc qui sont les comptes de décès à une semaine T ayant des semaines de délai, par une régression de Poisson, où il y aura deux composantes, une composante relative au nombre de décès à la semaine T, et une autre composante qui va représenter l'ajustement à faire pour la sous-couverture. À partir de ces données de régression, on va pouvoir calculer une probabilité de recevoir les données pour un décès, sachant qu'il est inférieur à un certain délai maximal. Et cette probabilité-là, ça va être notre facteur d'ajustement de tous les décès qu'on reçoit à une semaine T, ce qui va donc nous permettre d'obtenir des comptes de décès ajustés. Alors, le but de ce modèle-là, c'est de capter les tendances récentes dans les déclarations dans les délais de déclaration des décès. Puis ce qu'on constate empiriquement, c'est que quand on prend différentes périodes de référence, d'observation, on voit qu'il y a des changements dans les résultats, ce qui nous suggère que le processus de collecte de données a effectivement, en tout cas le rythme de transmission, a effectivement changé au cours de la pandémie. Et ça, c'est le problème avec ce modèle-là, c'est qu'il suppose qu'il n'y a pas de changement sur une même période de référence. Donc, on l'a observé notamment au Québec, si on prend une période de référence qui commence en janvier 2020 ou une période de référence qui commence en avril 2020, on ne va pas avoir les mêmes résultats pour, par exemple, pour l'ajustement qui est fait en août 2020. Donc, pour répondre à ce problème-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé deux périodes de référence, une qui commence en janvier puis une qui commence fin mars. Donc, grosso modo, c'est une période pré-pandémie puis une période pandémie. Et on va fusionner les résultats dans les ajustements obtenus pour ces deux périodes-là. L'autre limite de ce modèle, c'est qu'il n'est pas adapté pour capter la saisonnalité dans les données. Mais ici, on fait l'hypothèse que ça va être négligeable devant notre problème de transmission et de délai. Et donc, le problème principal à régler ici, c'est les ajustements vis-à-vis des délais de transmission. Puis enfin, la dernière hypothèse de ce modèle-là, qui peut être une limite, c'est qu'on suppose que la première semaine de décès, la première semaine de la période de référence, on a eu toutes les données au cours de notre période d'observation, et donc elle est complète. Ça, c'est pas totalement vrai, mais quand notre période de référence devient suffisamment longue, en fait, on remarque qu'on s'approche grandement de cette hypothèse-là. Ensuite, pour le second modèle, qui va permettre de déterminer la mortalité attendue, on a utilisé un algorithme de surveillance pour les maladies infectieuses qui a été développé par Farrington et qui est aussi utilisé pour déterminer la mortalité attendue par d'autres agences comme le CDC aux États-Unis. Et donc, ce modèle-là, par contre, va utiliser des données qui sont historiques, donc sur les dernières années, pour déterminer la mortalité attendue. Excuse-moi, Gauthier, il te reste un peu moins que 5 minutes. Très bien. Donc, pour cela, on va utiliser un modèle de quasi-Poisson. Et on va voir ici une composante qui est due à une tendance linéaire annuelle, puis une composante ici qui va être pour le facteur saisonnier.
où on va avoir une fenêtre autour de notre semaine d'intérêt qui peut varier entre 7 et 3 semaines, si je me souviens bien. Ensuite, ce modèle-là aussi a pu être amélioré par la suite, notamment si dans les données historiques, on constate qu'il y a des pics de mortalité, on va pouvoir avoir des seuils qui permettent de ne pas trop prendre en compte ces pics-là qui sont, disons, d'une certaine manière anormés. Avec ces deux modèles-là, on va pouvoir ensuite déterminer notre surmortalité, qui est simplement en fait, obtenue en soustrayant les comptes de décès qui ont été ajustés avec la mortalité attendue. Et puis, pour les intervalles de confiance, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a déterminés empiriquement en répliquant 10 000, en faisant 10 000 répliques bootstrap pour le premier modèle sur les comptes ajustés, puis 10 000 répliques bootstrap pour le second modèle sur la mortalité attendue. Tout ça, ça nous a permis de former des paires de répliques bootstrap, puis d'avoir donc une distribution empirique pour la surmortalité qui nous permet d'avoir les intervalles de confiance. Donc ici, on a un exemple de résultat qui est publié dans le quotidien Statistique Canada. Ici c'est pour le Canada, et puis c'est la dernière diffusion qui a été faite en avril. Puis on peut avoir plusieurs conclusions là-dessus, notamment on peut regarder la première vague entre avril et puis juin 2020. Et si on compare ça avec les chiffres de décès dus à la COVID-19, on voit que la surmortalité est largement expliquée par les décès COVID-19. Donc, merci à tous pour votre attention. Puis, je vous invite à regarder donc les liens que j'ai mis dans la présentation qui réfèrent à la publication des résultats. Il y a un outil interactif qui permet de choisir les différentes provinces ou territoires. Puis, on a aussi fait ces calculs pour des catégories d'âge et de sexe. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Gauthier. Maintenant, j'invite notre dernier présentateur, mon collègue Sébastien Lavoie, à nous parler des tendances démographiques de 2020. Sébastien? Merci, Julien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sébastien Lavoie. Je suis analyste pour le programme des estimations démographiques au Centre de démographie à Statistique Canada. Et à la suite de la présentation de mes collègues sur les différents ajustements qui ont été apportés à nos méthodes d'estimation, moi, je vais présenter un résumé, si on veut, des impacts de la COVID-19 sur nos estimations démographiques au cours de l'année 2020. Bien entendu, la pandémie a un impact sur la plupart des composants de la croissance démographique au pays en 2020. C'est historique, même si on l'a tous vécu. Le 28 janvier 2020, le premier cas confirmé de COVID-19 est enregistré à Vancouver, suivi par la suite au 8 mars du premier décès aussi à Vancouver. À la mi-mars, le premier ministre Trudeau a demandé aux ressortissants, touristes et immigrants canadiens de revenir au Canada. Et quelques jours plus tard, on a vu le début des restrictions mises en place à la frontière. Le 21 mars 2020, la frontière Canada-États-Unis est fermée aux déplacements non essentiels. Par la suite, au cours du mois de mars, les provinces et territoires déclarent un après l'autre l'état d'urgence et ordonnent le confinement de leur population. Et en avril, 8 provinces et territoires imposent aussi des restrictions aux frontières interprovinciales. Donc, les composantes affectées par ces changements, ces événements-là incluent les décès, l'immigration, donc les immigrants et résidents non permanents, et les composantes de l'immigration et bien entendu la migration interprovinciale. Donc, si on regarde ici ce qui se fait produit un trimestre à la fois, si on veut, au premier trimestre, qui inclut seulement le début de ce qu'on appelle maintenant la première vague, on voit ici, on inclut le nombre de décès COVID-19 reportés par l'Agence de santé publique du Canada, qui est situé à 96 pour le premier trimestre. Ici, en termes de nombre de décès, par rapport au même trimestre de l'année précédente, on voit une hausse de 2 qui elle, est explicable par les changements démographiques de la vieillissement de la population. Du côté de l'immigration, pour ce premier trimestre-là,
pour lequel il y a pas eu les restrictions frontières ont été seulement appliquées dans les dernières semaines. L'immigration est relativement stable. Par contre, ce qu'on observe, c'est une baisse marquée du solde des résidents non permanents, qui est d'environ 30 000 l'année précédente et qui descend à juste un peu plus de 6 000. Du côté de l'immigration, une baisse des migrants d'environ 10 et une hausse du nombre d'immigrants de retour qui reviennent au pays par la demande du Premier ministre. Et la migration interprovinciale, elle, est en hausse. Donc, en résumé, pour le premier trimestre 2020, on observe un léger ralentissement de la croissance démographique qui se situe à environ 0,2 %. C'est le plus faible depuis le premier trimestre 2015, mais c'est des données, c'est un taux qui est déjà vu fréquemment par le passé. Le solde des résidents non permanents, tant qu'à lui, est au plus bas depuis le premier trimestre 2015 et on observe le plus grand nombre d'immigrants de retour pour un premier trimestre depuis 1972, date pour laquelle on a des données comparables. L'impact est relativement négligeable sur les décès et la migration interprovinciale. Deuxième trimestre, qui inclut la majorité de ce qu'on appellerait ici la première vague de la COVID-19. On a enregistré un peu plus de 8 500 décès dus à la COVID-19, ce qui mène à une augmentation des décès comparé au trimestre même trimestre de l'année précédente de 12 dont environ 10 points de pourcentage qui sont dus à ces décès, aux décès COVID. Le nombre d'immigrants est en baisse de près de 2 tiers. Et encore plus exceptionnel, c'est le solde des résidents non permanents qui, l'année précédente, était positif de plus de 65 000 durant ce même trimestre en 2020. À cause des restrictions, on a une baisse, une perte de près de 25 000 résidents non permanents au pays. À fin pratique, l'immigration est nulle durant ce trimestre-là. Et tant qu'elle, la migration interprovinciale reste relativement stable. Ça nous mène au deuxième trimestre pour lequel on voit la croissance démographique la plus faible depuis plus de 70 ans, avec une croissance de seulement 0,1 %. Le nombre de décès, tant qu'à lui, est le plus élevé pour un deuxième trimestre depuis au moins 1972. Et du côté de la migration internationale, on sait que depuis 1994, la migration internationale représentait plus de 50 % de la croissance canadienne, de la croissance démographique au deuxième trimestre. Pour le deuxième trimestre en 2020, elle représentait seulement, en baisse, seulement 38 %. Le solde des résidents permanents, tant qu'à lui, est à son plus bas depuis, comme je l'ai mentionné, deuxième trimestre 1972, et c'est la première fois depuis 1994 qu'il est négatif durant un deuxième trimestre. Tant qu'à lui, le solde d'immigration était négatif pour la première fois pour un deuxième trimestre. Finalement, au cours du troisième trimestre, qui inclut un peu la période d'accalmie, si on veut, qui a été observée entre la première et la deuxième vague, on a enregistré 721 décès. L'Agence de santé publique du Canada a enregistré 721 décès dus à la COVID-19, qui contribuent à environ un point de pourcentage de la hausse des décès constatée avec le même trimestre de l'année précédente. Le nombre d'immigrants est encore en baisse d'environ de près du 2 tiers comparé à l'année précédente. Et le solde des résidents non permanents est en baisse très, très marquée. Normalement, au troisième trimestre, on enregistre les plus grandes valeurs, les plus grands gains en résidents non permanents. Cette année, l'année dernière, on a enregistré une perte de près de 66 000 résidents non permanents. L'immigration reste très faible et on voit une légère baisse de la migration interprovinciale. Pour ce trimestre, à toute fin pratique, la croissance démographique s'arrête au pays avec un gain de moins de 3 000 personnes pour le trimestre complet, qui elle aussi est le plus faible depuis au moins 1946, date à laquelle on a des données trimestrielles à laquelle on peut comparer. La migration internationale est négative pour seulement la deuxième fois pour un troisième trimestre depuis 1971. La croissance qui reste provient essentiellement de l'accroissement naturel, qui est lui-même le plus faible depuis au moins le troisième trimestre de 1971. Le nombre d'immigrants est en hausse comparé au trimestre précédent.
Mais, comme je mentionné, le solde des résidents permanents, quant à lui, est négatif pour la première fois pour un troisième trimestre. Et le solde d'immigration est en hausse comparé au trimestre précédent aussi. Finalement, pour le quatrième trimestre, ce qui inclut les débuts de la deuxième vague de la pandémie, on observe un peu plus de 6 300 décès dus à la COVID-19, qui représente environ 7 points de pourcentage de la hausse des décès constatée comparé à l'année précédente. L'immigration est en baisse comparé à l'année précédente, mais en hausse comparé au premier trimestre, mais tout de même 50 plus faible que l'année précédente. Et le solde des résidents permanents, on observe une perte encore comparé à un gain normalement pour cette même période. L'immigration continue d'être faible et l'immigration interprovinciale est un petit peu en baisse. Donc, on enregistre une certaine reprise. La croissance démographique reste tout de même très faible, bien que certaines des composantes sont en hausse. Pour ce trimestre, c'est le plus grand nombre de décès enregistrés dans n'importe quel trimestre depuis au moins la deuxième moitié de 1971. La migration internationale est à son plus bas depuis le quatrième trimestre 2016. Et les immigrants, le solde des résidents permanents et le solde d'immigration, par contre, eux, sont en hausse comparé au trimestre précédent. La migration interprovinciale est en baisse comparé au troisième trimestre, mais ce qu'on observe, c'est en ligne avec la saisonnalité. Donc, ici, quelques figures. Donc, on voit que ici, ce qu'on observe, c'est à gauche, c'est les 4 trimestres de 2019, suivi des 4 trimestres de 2020. Donc, la population a continué d'augmenter tout de même en 2020, mais à un taux beaucoup plus faible que l'année précédente. Les décès, en général, suivent ce qui est observé du côté de la pandémie. Donc, au deuxième trimestre, où on observe généralement une baisse du nombre de décès, comme ça coïncide avec la première vague de la pandémie, on n'observe pas cette baisse. Bien entendu, comme j'ai mentionné, une baisse majeure du nombre des immigrants et du solde des résidents non permanents. Donc, on voit aussi des pertes majeures au deuxième trimestre, troisième trimestre du côté des résidents non permanents. Baisse de l'immigration, encore une fois, au deuxième trimestre, au premier trimestre, les immigrants de retour étaient en hausse, les ressortissants canadiens qui revenaient au pays. Par la suite, l'immigration devient pratiquement nulle au deuxième trimestre et avec un petit regain dans les deux trimestres suivants. Et l'immigration interprovinciale en légère baisse comparé à 2019, mais semble moins affectée de ces composants. Donc, au total, pour l'année calendrier de janvier à décembre 2020, l'Agence de santé publique du Canada a enregistré 15 651 décès. Donc, environ 5 points de pourcentage, une augmentation de 7 comparé à l'année précédente, dont environ 5 points de pourcentage qui sont dus aux décès liés à la COVID-19. L'immigration pour les nombres d'immigrants pour cette année est environ la moitié de l'année précédente. Ils sortent des résidents non permanents qui étaient de près de un gain on avait enregistré un gain de près de 200 000 en 2019, affiche maintenant une perte de plus de 85 000 en 2020. Excuse-moi, Sébastien, il te reste 4 minutes. OK, parfait. Merci, Julien. Merci. L'immigration, donc, elle est en baisse d'environ 60 et l'immigration interprovinciale, elle, d'environ 10 Donc, en somme, le niveau de croissance démographique est fortement réduit pour l'année en entier, où on observe une croissance annuelle de seulement 0,4 qui est la plus faible en nombre depuis 1945 et en pourcentage depuis 1916, et qui est près de 4 fois moins que l'année précédente. Un nombre de décès, on observe dépasser les 300 000 pour la première fois dans une année, alors que l'accroissement naturel, lui, est à son plus bas depuis au moins 1922. La migration internationale, qui représentait plus de 75 de la croissance démographique depuis 2016, cette part a été réduite à 58 en 2020. Et le Canada a seulement accueilli environ la moitié de la cible mise en place par les RCC pré-pandémie de 341 000 nouveaux immigrants. On observe la plus grande perte nette de résidents permanents depuis au moins 1972, en grande partie due aux restrictions frontières qui ont réduit le nombre de permis d'études et de travail durant l'année. Et on observe aussi le plus bas solde d'émigration
à données comparables. Ici, ce qu'on voit, c'est une figure qu'on a produite pour nos messages sur les médias sociaux. Donc, en jaune, vous avez la croissance démographique annuelle en nombre. En vert, l'accroissement migratoire international et en rouge, l'accroissement naturel. Donc, on voit qu'en général, une grande partie de la croissance est due à l'accroissement migratoire international, le nombre d'immigrants résidents non permanents, surtout depuis 2015. Et on voit que pour le dernier point, 2020, comme ce chiffre a été réduit de manière assez massive, mais ça entraîne aussi la croissance démographique qui réduit. Finalement, pour les futurs impacts de la COVID-19 sur les estimations démographiques, nos estimations pour le premier trimestre de 2021 vont être disponibles le 17 juin. Pour l'instant, pour le premier trimestre, l'Agence de la santé publique du Canada a enregistré 7 308 décès liés à la COVID. Le nombre d'immigrants en janvier, février et mars de cette année qu'on observe en ce moment semble être similaire à celui pré-pandémie. Ensuite, on s'attend à ce que les impacts continuent de se faire sentir sur certaines composantes en 2021, mais le déploiement massif de vaccins et les déconfinements pourraient renverser certaines de ces tendances dans la seconde moitié de l'année ou dans les mois qui viennent. C'est à voir. Comme Patrick l'a mentionné, on n'a pas fait d'ajustement pour les naissances encore. Par contre, c'est sur surveillance. Si jamais on juge qu'un ajustement est nécessaire, on va l'apporter à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Donc, on a nos 4 présentations sont faites. Donc là, j'ouvre la période de questions. Je vous invite à lever votre main virtuellement à l'aide de Zoom si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Est-ce moi qui vois mal ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? OK. Donc, pas de questions. Ça va faire une séance plus courte. Ça va nous laisser le temps d'aller dîner. Avant de clore la session, je rappelle qu'à 13 h, il y a une autre séance qui va porter sur la démographie historique. Qu'à 4 h, à 16 h, il y a un 4 à 6 virtuel. Donc, je vous remercie de votre attention virtuelle et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.